va en venir au rôle des écoles doctorales avec Jean-Dominique Pollack. Jean-Dominique Pollack, vous avez été directeur de l'Institut de formation doctorale à l'Université Pierre et Marie Curie. Voilà, alors le rôle des écoles doctorales. J'ai retenu qu'il fallait y être inscrit quand on était en thèse CIFRE. Alors, on va voir si depuis tout à l'heure le micro col de signe fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Il est allumé, mais il ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. On a un micro qui marche très bien, là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler du rôle des écoles doctorales, puisque j'en ai dirigé, et j'ai même dirigé aussi l'Institut de formation doctorale, qui regroupe toutes les écoles doctorales à l'époque de l'Université Pierre et Marie Curie, et maintenant de Sorbonne Université. Donc, je vais commencer par définir ce qu'est le doctorat, parce qu'il y a une définition européenne du doctorat, et en particulier en insistant sur les compétences. Puis après, je passerai au sujet proprement dit, qui est le rôle des écoles doctorales, et puis peut-être ce qui va tous vous intéresser, comment trouver un projet de recherche doctorale. Ça a déjà été un petit peu abordé, mais il y a un certain nombre de techniques qui sont communes à tous les projets, d'ailleurs tous les projets de recherche doctorale. Donc qu'est-ce que le doctorat? Eh bien aujourd'hui, suite aux accords de Salzbourg en 2005, le doctorat est défini comme une expérience professionnelle de conduite d'un projet de recherche sous la direction d'un chercheur expérimenté et au sein d'un environnement scientifique structuré. Et donc, en conséquence, les docteurs sont considérés aujourd'hui comme des professionnels hautement qualifiés qui ont donc des compétences qui seront utilisables dans un grand nombre de domaines, donc l'ensemble du tissu socio-économique, bien sûr, mais dans tous les métiers qui vont nécessiter d'être inventifs et dans tous les métiers à enjeux complexes et émergents. Et donc, pas seulement dans la recherche. Et c'est en ça que le dispositif CIFRE est vraiment très bien adapté. Et donc, s'il y a un mot à retenir, les doctorants sont considérés aujourd'hui comme des professionnels en début de carrière. Donc, si j'essaye de développer un tout petit peu plus, le doctorat va donc être l'implémentation d'un projet original de recherche, d'abord pour l'avancement de la science, c'est d'ailleurs la définition aujourd'hui du doctorat européen. Donc, si vous ne faites pas avancer la science, comme j'aime bien le dire, vous ne pouvez pas avoir un doctorat à l'issue de vos 3 années. Donc, mais aussi pour l'acquisition de compétences qui vont être à la fois des compétences scientifiques spécifiques, celles qui dépendent de votre sujet de thèse, mais aussi des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences que vous acquérez dans un domaine, mais qui sont transférables à d'autres domaines. Et puis, c'est aussi l'élaboration, et ça c'est un point très important, n'abordez pas le doctorat sans avoir un projet professionnel, ou du moins une certaine idée de ce que vous voulez faire après, parce que c'est en fonction de ce projet professionnel que vous allez sélectionner les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ce projet professionnel. Donc, comme je le disais, les doctorants sont des jeunes professionnels, ou on les appelle des chercheurs débutants, ou dans le jargon bruxellois d'aujourd'hui, Early Stage Researcher, comme c'est ressorti des principes de Salzbourg en 2010. Alors, je vais vous donner ici quelques compétences acquises par les docteurs. Donc, la première, peut-être la plus importante, c'est analyse et synthèse d'idées complexes. Donc, trouver des solutions innovantes, puisque vous devez développer la science. Donc, trouver des solutions innovantes et adapter à de nouveaux problèmes. Imaginer et développer des stratégies et concepts. Ouvrir de nouvelles voies. Repousser les limites de la connaissance. Donc là, on est en plein dans le domaine fondamental du doctorat. Mais aussi travailler en équipe. Vous ne serez pas seul, vous êtes dans une équipe, mais vous serez quand même autonome sur votre sujet. Vous allez travailler sur un sujet qui vous est propre, mais au sein d'une équipe. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir gérer votre projet et aussi communiquer. Et peut-être ce qui n'est pas toujours assez dit, il y a toujours un moment où ça se passe mal. Donc, je parle en général en citant nos collègues anglais, le second year blues.
C'est-à-dire qu'en début de deuxième année, rien ne va, ça ne marche pas. On est tous passés par là, tous les collègues qui ont un doctorat vous le diront. Et donc il faut savoir gérer l'échec et rebondir. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on apprend vraiment au doctorat. Oui, donc le doctorat, oui, ce que est important, le doctorat est maintenant référencé au Registre national des compétences professionnelles depuis février 2019. C'est une avancée que les associations de docteurs pour laquelle elles ont vraiment milité. Alors, deux transparents pour vous donner un petit peu les compétences telles qu'elles sont reconnues au niveau des analyses nationales ou internationales. Ici, c'est une analyse de l'APEC et de l'OIT. Quelles sont les compétences dans le recrutement des chercheurs par les acteurs de la recherche? Donc il y a bien évidemment des compétences scientifiques. Et vous retrouvez dans ces compétences scientifiques la capacité d'analyse et maîtrise des outils informatiques, et puis la capacité à formuler une problématique de recherche. On retrouve les compétences de gestion de projet et d'équipe, donc la capacité à travailler en équipe. Donc on retrouve communication, linguistique, mais peut-être quelque chose que j'avais vu, j'ai été surpris de voir émerger à cette époque-là, c'est la capacité à prendre en compte la pertinence de la recherche et son impact sur l'environnement. L'environnement maintenant devient quelque chose de très important. Et puis des aptitudes personnelles ou des savoir-être qui vont être les aptitudes que l'on associe au docteur, comme la créativité, l'ouverture d'esprit, la motivation et l'adaptabilité, qui est peut-être la principale de celle qui est associée au docteur. Une autre enquête s'est intéressée à la manière dont les docteurs se présentent face à leurs recruteurs. Donc ici, vous avez un graphique qui vous présente les compétences recherchées par les recruteurs et les compétences spontanément présentées par les docteurs quand ils se présentent chez les recruteurs. Vous voyez qu'il y a quand même une assez bonne adaptation. Il existe des compétences rares et c'est celles que les docteurs mettent le plus en avance. Alors, c'est un peu petit sur mon écran. C'est un peu petit là-haut, donc je ne vais pas pouvoir vous les lire. Mais bon, en gros, ce transparent signifie que les docteurs présentent bien les compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Donc rassurez-vous, la thèse est effectivement un très bon préparation à trouver un emploi. Je vais passer maintenant au rôle des écoles doctorales. Celui-ci a été défini dans l'arrêté du 25 mai 2016 sur la formation doctorale. Donc c'est en gros le rôle des écoles doctorales, c'est le suivi de la formation des docteurs. Et donc à tous les niveaux, depuis la sélection des projets doctoraux, qui sont donc proposés par les laboratoires, la politique de recrutement des doctorants, donc y compris pour les doctorants CIFRE, ça passe forcément par les écoles doctorales. C'est même l'avis de l'école doctorale est important dans le dispositif CIFRE pour pouvoir et que votre projet soit retenu. Puis une fois que vous êtes inscrit en doctorat, c'est le suivi des projets de recherche doctoraux avec des comités de suivi, des soutenances à mi-parcours, etc. Ça varie suivant les écoles doctorales. Et un suivi individualisé des doctorants qui passe toujours par un plan individuel de formation, puisque vous devez suivre un certain nombre de formations en parallèle, l'évolution du projet professionnel, et malheureusement, quand il y a des problèmes, eh bien, ce sont les écoles doctorales qui font la médiation. Elle s'occupe aussi d'animation scientifique sous forme de journées annuelles de séminaires de formation scientifique et aussi spécifiquement prévue dans l'arrêté du 25 mai, la formation à l'éthique. Et puis bien évidemment, quand vous avez terminé votre thèse, c'est l'école doctorale qui va préparer l'autorisation à la soutenance. Donc la sélection des candidats, comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs niveaux et puis plusieurs modèles. Mais bon, il peut y avoir une sélection de projets de recherche doctoraux qui se fait au sein de l'école doctorale, avec fléchage partiel ou total, et des classements qui peuvent être plus ou moins prioritaires.
Dans tous les cas, il y a après sélection des candidats, mais la première sélection du candidat se fait dans le laboratoire. C'est le laboratoire qui va proposer les candidats à l'école doctorale. Et puis enfin, en général, il y a une audition par un jury. C'est le modèle que recommande le réseau national des collèges doctoraux, donc avec des jurys, ce qui peut être compliqué lors d'un système de recrutement au fil de l'eau, comme le recrutement des doctorants CIFRE. Le plan individuel de formation, qui est le dernier élément dont vous aurez besoin pour vous inscrire, il est élaboré dès le début du doctorat. Il doit être élaboré en collaboration avec votre directeur de thèse, il doit être validé par l'école doctorale, et bien évidemment, comme votre projet professionnel peut évoluer au cours du temps, eh bien, votre plan individuel de formation doit s'adapter à l'évolution de votre projet professionnel. Il est en général équilibré entre des formations scientifiques qui vont être décidées par votre directeur de thèse, donc qui vont être liées à votre sujet de thèse, et puis des formations dites transverses, comme management, communication, comprendre l'environnement professionnel, le marché de l'emploi, etc. Mais en général, la plupart des écoles doctorales, à partir du moment où vous êtes dans une entreprise, considèrent que cette partie connaissance de l'entreprise, vous l'aurez in situ dans l'entreprise où vous travaillez, et vous êtes souvent dispensé de cette deuxième volet de formation. Donc, pour terminer, comment trouver un projet de recherche doctorale ? De toute façon, il faut trouver un directeur de thèse. Donc la meilleure solution, c'est d'en contacter un. Donc soit c'est l'un de vos enseignants, soit vous visitez des labos, soit la meilleure solution, c'est par le biais de votre projet de master, parce que ça permet à votre directeur de thèse de juger et d'avoir une première idée de vos compétences. La deuxième solution, parce que tout le monde ne fait pas une thèse dans la même université, en gros 50% des doctorants changent d'université pour leur thèse, c'est de regarder le site internet des écoles doctorales. C'est en ce moment que les sujets de thèse sont proposés, donc voilà, vers mars. Et puis, une fois que vous avez détecté un sujet de thèse qui vous intéresse, vous contactez le directeur de thèse. Il faut toujours passer par le directeur de thèse. Et puis une autre solution qui est, si vous voulez faire une thèse CIFRE, c'est qu'il existe aussi sur le site de l'ANRT une liste de sujets de thèse et de laboratoires ou d'entreprises qui recherchent des candidats. Donc, pour terminer, deux points. D'abord, une checklist qui vient d'un groupe d'universités allemandes qui m'a semblé intéressant, qui va vous permettre de vérifier si la thèse et la direction de thèse qui vous est proposée est bien adaptée. Donc d'abord, quelles sont vos attentes et quelles sont les attentes de l'encadrant? Est-ce qu'il y a un bon accord en termes de sujet, domaine de recherche du directeur de thèse? Ça, c'est l'un des points aussi très importants au niveau de la NRT. Le temps disponible du directeur de thèse, ne prenez pas un grand nom parce qu'il ne sera jamais, je vous le déconseille, il ne sera jamais là. Quelle est la durée prévue pour la thèse? Donc c'est 3 ans mais bon, est-ce que le sujet peut être fait en 3 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire après? Donc votre projet professionnel, carrière dans le milieu universitaire ou non. Comment va s'effectuer la direction de thèse? Donc comment les modalités de rencontre avec le directeur de thèse? Enfin, comment sont préparées les séances de suivi? Est-ce que vous aurez des travaux à présenter? Est-ce que vous aurez des procès-verbaux, des résultats, etc. Et peut-être le plus important, l'intervalle entre les réunions ou les différentes manières dont est fait la direction de thèse. Si vous voyez votre directeur de thèse, et là je cite toujours Uniwind, si vous le voyez tous les 6 mois, dites-vous qu'il y a un petit problème et qu'il vaut mieux en trouver un autre. Si vous voulez en savoir plus, petit moment de publicité anonyme, le guide du doctorat qui a été publié par l'ANDES et la CJC. La CJC, c'est la conférence des jeunes chercheurs qui regroupe les associations de doctorants et qui vous donnera, donc qui est un référentiel de pratiques à promouvoir pour la conduite d'un projet doctoral, pour la poursuite de carrière, et qui vous donnera surtout un bon nombre d'informations pratiques sur la manière de
gérer le doctorat. Donc il est disponible en ligne ou chez Spartacus. Et je vous remercie. Alors peut-être qu'on peut prendre 2 minutes pour discuter avec vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être à Jean-Dominique Pollack sur des généralités sur le doctorat. Venez me rejoindre. Tenez, prenez le micro, Monsieur Pollack. Et puis Laurence Anglade. Alors Valérie Sibyl, on va se retrouver dans quelques instants. Hein, mais Monsieur Pollack, Madame Anglade, s'il y a des questions. Cifre défense. Il y a des gens qui s'intéressent Cifre défense. Défense. Ah bah voilà. Vous voulez discuter avec Madame Anglade? Alors on va passer le micro à Mademoiselle. Oui ou non? Je ne sais pas. Hein. Non, pas spécialement, pas spécialement. Alors, un petit micro pour vous. On va vous passer le micro. Merci, bonjour. J'ai une question qui concerne l'encadrant dans la structure. J'ai pas trop compris quel était son profil. Que ce soit, le tuteur AID dont j'ai parlé, c'est ça? Oui. Oui. Eh bien, c'est... Je suis pas sûr que ce soit ça. Donc. Si. Oui, mais je veux dire plus globalement aussi dans le cadre du CIFRE, enfin, qui est l'encadrant en général. Il y a 2 encadrants, au moins. Voilà. Moi, ce dont j'ai parlé, c'est le tuteur AID qui est une personne qui va représenter l'AID, donc qui est issu du ministère des Armées, qui est un peu expert dans la discipline dans laquelle vous allez faire votre thèse de doctorat et qui va suivre vos travaux. Et je pense que vous, votre question, elle porte plutôt sur l'encadrement entreprise et laboratoire, c'est ça? Non, mais vous avez répondu à la question pour ce qui est de l'AID, mais aussi, oui, dans l'entreprise qui va... Oui. Pourquoi laisser terminer? Oui. Allez-y, oui, répondez Valérie. Donc l'encadrant scientifique au sein de la structure, il n'a pas de qualification particulière. En fait, il faut qu'il soit impliqué évidemment dans le projet et qu'il connaisse le projet pour accompagner. Ce que vous appelez la structure, c'est l'entreprise. L'entreprise, oui. Pour accompagner le doctorant pendant son travail de thèse et quand il est en fait au sein de l'employeur. Valérie Sibyl, il y a 2 encadrants. Il y a en a un dans l'entreprise, oui. Et il y en a un dans le monde de la recherche. Exactement. Voilà, donc il y a 2 encadrants. Et en plus, quand on fait un CIFRE défense, avec l'AID, il y a en plus un tuteur AID, donc défense. C'est ça, qui va suivre la thèse. Monsieur Pollack. Non. Je voudrais rajouter quelque chose qui est, faites attention, quand on est dans une très petite structure, est-ce qu'ils n'ont pas vraiment... Une petite structure, voilà, c'est une PME, petite entreprise, voilà, qui n'ont pas l'habitude d'encadrer des thèses, de ne pas être happés et de passer beaucoup de temps à faire un travail d'ingénieur. Donc il faut, et ça c'est le rôle de votre directeur de thèse universitaire, de vous défendre et de faire attention à ça. Alors c'est de moins en moins le cas, mais ça a existé dans le passé. Ah, mademoiselle tout au fond là-haut. Ah d'accord, il y a quelqu'un aussi par là. Bonjour. Du coup, moi, je suis professionnelle déjà. Donc, je travaille dans une collectivité et je pense que ma collectivité n'a pas encore fait de thèse. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des retours d'expérience à ce niveau-là. Si dans ce dispositif, vous avez déjà eu des collectivités qui ont accompagné des thèses ou pas. Mais c'est formidable cette transition, parce qu'on a justement Paul Gallet qui va venir nous parler des CIFRE en collectivité dans quelques instants. Hein, on va l'écouter et puis on y reviendra. Alors il y avait quelqu'un ici, je vous en prie. Vous voulez passer le micro? Des questions pour vous. Alors ce sera plus pour la NRT. C'était à propos du CDI jeune chercheur qui existe à l'issue de la CIFRE. Savoir si on parle d'un premier CDI pour le doctorant en tant que chercheur ou comme premier CDI tout court dans sa vie professionnelle. Alors peut-être rappeler que dans le cadre du CIFRE, vous pouvez être engagé déjà en tant que doctorant, soit en CDD, soit en CDI. Et vous parlez du CDI juste après, et votre question c'était quel est le statut? C'est un statut... En fait, c'est plus pour l'entreprise. Alors, passez bien le micro. C'est plus du côté entreprise, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une start-up qui est intéressée par mon sujet. Ils m'ont demandé de demander, du coup, si à l'issue, si tout se passe bien, si la thèse fonctionne bien, est-ce que le CDI jeune chercheur qui est disponible après la finalité, quand on parle d'un premier CDI, est-ce que c'est un premier CDI en tant que chercheur ou un premier CDI de la vie professionnelle du doctorant? Qui peut répondre? Madame Carisse Angelier. Bonjour, je pense que derrière la question...
je pense que c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Je pense que derrière la question, il y a la question du crédit impôt recherche. Oui. Donc oui, il sera considéré comme un premier CDI et le CIR sera éligible à l'issue de la CIF pour cette première emploi pendant 2 ans, si je ne m'égare pas sur la durée. Oui. Alors, crédit impôt recherche, parce qu'on a dit plein de choses dans tous les sens, avec plein de sigles dans tous les sens, mais voilà, ça c'est un argument pour l'entreprise. Effectivement, si elle est éligible au crédit impôt recherche, elle peut déduire une partie des montants qu'elle a investis dans votre doctorat, elle peut les déduire de ses impôts voilà, au titre de la recherche. Ça c'est formidable pour l'entreprise. Encore. Et une deuxième question. Comme j'ai dit, c'est une start-up, dans le sens où l'entreprise est une PME qui s'est constituée il y a très peu de temps. Est-ce que c'est un point bloquant pour pouvoir prendre un doctorant en CIFRE ? Alors, je reprends la parole. Non, ce n'est pas du tout un point bloquant. Ce qui va être important, c'est de vérifier les conditions d'encadrement, les conditions financières d'encadrement, bien sûr, mais surtout les conditions matérielles d'encadrement. Une start-up, c'est évidemment très dynamique, il y a des levées de fonds, donc financièrement, c'est relativement stable, en tout cas sur les premières années. Ce qui importe, c'est vraiment que le doctorant soit bien encadré au sein de la structure. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous préoccupe pour ce qui est des startups. Mais il n'y a pas de frein à ce qu'une startup, au contraire, puisse porter des chiffres. Alors, ce que je vous propose, parce que là, il y a encore 3-4 mains qui se lèvent, alors là, on ouvre le débat dans tous les sens. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là provisoirement. On continue, puis on vous repasse la parole juste après, de toute façon. Et on va continuer. Merci beaucoup, Monsieur Pollack. Merci beaucoup, Madame Anglade.